So that's a test for our next candidate. So we will start the plenary panel with 3 groups of people. That's about concrete action for winning combinations. I read. So I will invite the first team, Frédéric Pronovo and Marie-Camille Paquette from Réseau, to be there. Oh, tout le monde? Sure, okay. So I will do the bio in the same time, quickly, okay? So Frédéric is actually responsible for the research at Réseau, and Marie-Camille is included in this nice team, and she is a sexologist, and I taught her a long time ago, not too much. I will invite also Roberto Ortiz Nunes. Roberto is actually from Max, responsible. You can just take a little time to present more in detail yourself at the good moment. Okay, and our last, he's there. David Thompson. David is a long time fighter for in the field of HIV, but also in the field of all sexual diversity concern. So I will let you start on that with Frédéric and Marie. It's not working? Okay. Donc, 15 minutes. Il faut correct en 15 minutes? And so we don't have David's. 15 minutes. Ça marche? Je pense que je vais faire comme raison. Mais de toute façon, tu vois les gens comme ça. Ouais, c'est ça. Okay. Ça, c'est French, ça, c'est English. So yeah, just make the sign for me. Bonjour, merci d'être là ce matin. Il y a quand même beaucoup de monde. Je suis vraiment content qu'il y ait autant de monde qui vienne assister à nos présentations en français. C'est un honneur. Je voudrais commencer par remercier CBRC, puis particulièrement Jody, de nous avoir laissé la place. Ça fait pour la première fois en 10 ans d'avoir un panel complètement en français. Bon, il y a des petits bugs, mais ça, c'est la vie. C'est la première fois qu'on le fait. L'année prochaine, ça va être différent. Mais l'intention était là. C'est vraiment apprécié, du moins de notre côté, là, tous les efforts que vous avez faits. Vous savez pas le behind the scene, là, les traductions, des slides, puis tout ça, ça a vraiment été de notre côté, CBRC puis Réseau, un rush pour donner ça. Donc, merci d'avoir porté attention à ça. Donc, comment tu faisais pour changer, finalement? Non? Il y a une manette? Ah oui, ça change aussi sur toi. Oui, c'est ça. OK, ça change juste pour moi. Ah, c'est la fin. It's because I didn't start that. Prends notre temps, prends notre temps. No, it's up 9. So just take 1 second. Okay, no, it's working. Good. Yeah. Good. Perfect. OK. Bon, donc c'est réglé.
Donc aujourd'hui, l'objectif est un peu, je vais aller quand même assez rapidement parce qu'on voulait vous présenter 2 projets porteurs qu'on a eus durant l'année. Donc on va pas y aller dans l'hyper spécifique là, pour chacune des données puis les résultats du projet. C'est plus comme un teaser. Vous viendrez nous voir à Réseau, on va pouvoir vous donner davantage de résultats. Mais le thread qu'on voulait suivre là-dedans, c'est le succès que la concertation peut amener dans chaque projet de recherche qu'on a eu à Réseau. À Réseau, on a des projets de recherche depuis très, très, très longtemps, en partenariat avec plusieurs chercheurs. Joanne est partenaire avec nous depuis les débuts. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment ce qui a fait la force, je pense, de chaque résultat de projet, puis le développement que la prévention du VIH a eu à Montréal. Donc, c'est un peu ce dont on va vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par vous dire un peu qu'est-ce que Réseau pour ceux qui ne nous connaissent pas. Réseau, on est un organisme de santé des hommes gays, bisexuels, cis et trans en action depuis maintenant 26 ans. On offre des services aux hommes gays, bisexuels au niveau de la santé sexuelle, santé physique, santé mentale et santé sociale. On a vraiment un mandat de santé qui est global. La majorité de nos actions est toujours quand même centrée au niveau du VIH, qui est dû aussi au fond à notre funding qui vient principalement d'enveloppe VIH-ITSS. Puis c'est un peu, ça c'est quelque chose, je pense que tout le monde ici a en tête. Si on continue dans nos actions pour prévenir l'infection du VIH, il va falloir se tourner aussi, se concentrer sur les autres aspects de la santé des hommes gays. Ça ne va pas être fini après. Donc, il faut toujours avoir ça, je pense, en tête dans une perspective un peu plus endémique. Donc, voilà, c'est un peu nos activités qu'on fait. Donc, je vais vous parler de notre projet de recherche qu'on a eu cette année, qui s'appelle Métamorphose, qui est un projet d'action concertée pour la prévention de l'utilisation du cristal meth. Donc, grosso modo, le projet était l'évaluation des services et des besoins de la communauté par rapport à la problématique du cristal meth. Donc, juste un petit portrait. Je pense qu'on en a quand même parlé aussi hier. Il y a eu beaucoup de présentations, mais qu'est-ce qui est particulier de la consommation de cristal meth chez les hommes gays? C'est bon. Premièrement, les hommes gays consomment, on l'a vu dans les données de Régent aussi, les hommes gays consomment beaucoup de différentes drogues psychoactives, beaucoup plus que la population en général. Puis souvent, vont en consommer plusieurs en même temps. Donc, c'est difficile rendu là aussi de diviser. C'est pour ça que je pense qu'on est arrivé avec le concept de chemsex, parce que c'est pas juste le cristal. Il y a beaucoup de consommation de cocaïne aussi et de mélange. Donc, pour la communauté, je pense qu'il faut prendre ça un petit peu plus large. Les hommes gays vont consommer aussi davantage dans un moment. Donc, bien souvent, ça va être la fin de semaine. Ce sera peut-être pas nécessairement tous les jours une consommation qui est permanente, mais une fois qu'ils consomment, vont consommer beaucoup. Comme on le sait, il y a un gros lien entre la sexualité et la consommation, ce qui peut favoriser les risques de rechute. C'est une des grosses difficultés qu'on a, je pense, au niveau de la communauté. C'est qu'étant donné le gros lien qu'on a avec la sexualité, quelqu'un peut arrêter de consommer pendant quelques mois, il n'y a pas de sexe, et c'est même, il est devenu abstinent. Le moment qu'il commence à recommencer à avoir de la sexualité, il va souvent recommencer aussi à consommer, ce qui est vraiment une problématique. Puis la majorité des services en dépendance vont toujours axer leurs actions puis leurs interventions sur la consommation de drogue et ne parleront pas de la sexualité. Donc, c'est un peu aussi sur ce constat-là qu'on a voulu approcher notre projet de recherche. Donc, quelques petites données aussi. De toute façon, il était dans les slides de Régent, donc pour ça, mais on le voit, la consommation de cristal meth a beaucoup augmenté. À l'actuel, c'était les données pour 2014. Puis, on voit pour les utilisateurs de PrEP qu'il y a
qui a une plus grosse consommation de cristal meth chez l'actuel et une augmentation aussi du nombre de partenaires sexuels, spécifiquement pour les utilisateurs de PrEP qui consomment du cristal. Donc, les objectifs de notre projet étaient de créer, dans le fond, une table de concertation où on allait avoir les différents acteurs qui sont inclus dans la prévention du cristal meth et la prévention sexuelle. Donc, on avait des professionnels en santé sexuelle, dépistage, VIH, TSS et dépendance. On voulait aussi updater les documentations et les connaissances au niveau du cristal meth. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites. On voulait un peu rassembler là, tout ce niveau de connaissances-là pour se donner des pistes d'action pour Montréal. Puis, on voulait aussi connaître la perception des utilisateurs de services, donc des anciens consommateurs et des consommateurs présents, qu'est-ce qui a fonctionné puis qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. Donc, la méthodologie, on a organisé 4 rencontres de travail avec les différents partenaires. On a fait une revue de littérature scientifique et des différents programmes qui existent dans la communauté. On a eu un questionnaire en ligne et 3 focus group. Aujourd'hui, pour la présentation, je vais focuser sur les focus group parce que je pense que pour vous, ça va être une qualité qualitative qui risque d'être plus pertinent, je pense, à ressortir aujourd'hui, étant donné le peu de temps qu'on a pour la présentation. Donc, qu'est-ce qui ressortait des focus group? On a été voir vraiment comment eux consommaient, les raisons qu'ils ont consommé, puis qu'est-ce qu'ils veulent avoir des services. Donc, ce qui nous a été expliqué lors des focus group, au niveau de l'évolution de la consommation, c'est qu'on voit vraiment qu'à partir du moment, ils sont souvent initiés soit par un partenaire lors d'une relation sexuelle, il y en avait plusieurs que c'était dans les saunas. Puis, ce qui est vraiment particulier au niveau du cristal meth, c'est que bien souvent, puis on voit ça quand même assez rarement chez d'autres consommateurs de drogue, c'est qu'ils pouvaient tout de suite commencer avec l'injection, ce qui là présente un peu plus de risques. Puis ensuite de ça, c'est là qu'on voyait l'évolution est assez rapide au niveau des problématiques là, qu'ils peuvent avoir au niveau de leur santé et sur leur vie. Et lorsqu'ils consultent les services, on voit vraiment que la problématique est assez avancée et que c'est là, ils viennent trop tard consulter les services, soit de dépendance ou de santé sexuelle. Plusieurs attempts to decrease and stop, beaucoup de relapse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et on voit aussi que leur réseau social, c'est leur réseau social de consommation, ce qui pose un défi aussi une fois qu'eux veulent arrêter, parce qu'ils veulent pas, ils développent des liens vraiment significatifs avec les personnes qu'ils rencontrent lors de leur moment de consommation. T'sais, ils peuvent passer une fin de semaine au complet, ils se parlent, ils ont du sexe ensemble, donc vraiment c'est dur pour eux par après de couper les ponts, puis c'est ce qui pose aussi des risques de rechute. 5 minutes, mon Dieu. Ah, pour toute la présentation? Oh, I'm so sorry. The presentation was way lot more, but yeah. Aussi, les raisons, donc, les raisons pourquoi eux consommaient, puis je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. S'il y a quelque chose à ressortir de la présentation aujourd'hui, c'est que les gars consommaient pas pour avoir une sexualité plus satisfaisante ou c'était le sexe au départ là, qui faisait en sorte, qui était la raison pourquoi ils consommaient. C'était davantage pour oublier les tracas du quotidien. Donc, quand on a vu les données, at first, de un, j'étais surpris, oui et non, mais ce qui me disait, ce que je m'apercevais, c'est qu'on devait voir la problématique aussi d'une toute autre façon. La personne n'a pas nécessairement... on n'a peut-être pas focusé sur la consommation de la personne, mais peut-être focusé aussi sur les stratégies qu'il y a de coper au niveau du stress. C'est que la vie aujourd'hui, elle est difficile, elle est stressante. Les hommes gays vivent un stress minoritaire qui est constant. Et c'est ce
c'est une des raisons pourquoi les hommes consomment, puis c'est une des avenues, je pense, dans le développement de nos stratégies d'intervention qu'il faut vraiment pointer dessus. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gars vont avoir des petits moments de sexualité. Bon, les buzz de Crystal Meth peuvent durer là, une journée, 2 journées. Ils vont avoir du sexe là-dedans peut-être 2 ou 3 heures, puis tout le reste du temps, ils vont passer leur temps à parler. À socialiser. Donc, la sexualité est plus un contexte. Comment je pourrais dire ça? Oui, plus un contexte que d'autres choses dans la consommation de Crystal Meth. Les effets qu'ils recherchaient, c'était de pouvoir focuser sur d'autres choses, la diversification des pratiques sexuelles. Puis aussi, ce que les hommes des focus group nous disaient, c'est que ça leur donnait accès à des personnes qui, auparavant, étaient pour eux inaccessibles. Ça leur donnait une confiance en soi. Puis dans les parties de Crystal Meth, tu vas avoir vraiment différentes personnes. Donc, on peut avoir des personnes qui sont sur les publicités, justement, qu'on a vues tout à l'heure. Puis les gens qui sont plus réservés ou qui se disaient que pour eux, c'est des gens inaccessibles, dans leur consommation de Crystal Meth, il y avait accès à ça. Donc, c'était un effet qu'ils recherchaient là, dans leur consommation. Donc, les services qu'ils ont besoin, c'est des services de consultation, puis ils veulent vraiment avoir un service personnalisé de navigation à travers les services. Sur les ex-utilisateurs qui ont utilisé les services, ce qu'ils disaient, c'est que, bon, ils rentrent dans une place, mais le suivi ne se fait pas, il n'y a pas de lien entre les différents services. Ils voudraient vraiment avoir un intervenant pivot qui va les suivre du début à la fin, même si ce n'est pas nécessairement lui qui va faire l'intervention. À Montréal, ils aimeraient avoir des groupes de discussion, on n'en a pas assez. Ils veulent apprendre aussi à se réapproprier leur sexualité, quand avoir une sexualité satisfaisante quand tu as eu, il faut l'admettre, le sexe sur le Crystal Meth, pour eux, c'était quelque chose d'intense et agréable, qui n'est pas la même chose que le sexe à jeun. Donc, il faut apprendre pour eux, il faut réapprendre tout ça, qui est un deuil. C'est un peu un processus de deuil. Donc, dans nos interventions en réseau, c'est un peu de cette façon-là aussi qu'on va l'aborder. Ils nous aimeraient avoir des campagnes de prévention, puis des campagnes de réduction des méfaits. That's OK? OK. Puis, je vais un peu parler des effets du partenariat du groupe du projet de recherche. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a permis de créer des liens entre les différents acteurs communautaires autour de la table. L'actuel est sur la table de concertation. C'est une des premières fois qu'on avait des liens comme ça. Ça a permis de développer plusieurs autres projets auparavant. On a maintenant une clinique de dépistage de l'actuel qui est chez nous, qui est tout nouveau de cette année. C'est les liens qu'on a créés sur la table de concertation dans différents projets qui ont permis ça. On a d'autres projets de partenariat avec, par exemple, un service de dépendance où les intervenants de réseau vont vraiment faire un suivi à partir du moment que les gens vont sortir du service interne de traitement. Donc, c'est des choses qui n'auraient pas été faites si on n'avait pas eu ce projet de recherche-là et cette table de concertation-là. Puis, ce qui est vraiment important dans la recherche, puis c'est ce qui nous a déjà permis d'adapter nos actions, c'est qu'on a accès aux données instantanément, d'être inclus les partenaires communautaires dans ces projets-là, sans même que les publications ne soient pas sorties. Nous, on les voit, les données, puis on peut déjà réagir. Donc, c'est vraiment un effet bénéfique d'avoir des projets de recherche concertés comme ça. Je vais finir ma présentation sur ça. Donc, merci beaucoup. Marc-Aimé, tu suis? Cool. Oui, je vais rapidement. Ah, ça va être Merci Marie-Claude. Tu nous présentes, une autre super intervention? Oui, je vais faire ça je vais réduire de la moitié ma présentation, mais si vous avez des questions, vous allez pouvoir venir par la suite. En fait, moi, j'ai eu l'honneur de travailler sur un projet de concertation également, un projet de violence dans les relations intimes entre hommes, donc qui s'appelle Projet Vrai, qui est un projet sur 1 an. Un projet qui avait 2 volets, en fait. Donc, la première partie, c'était de créer une table de concertation. On a remarqué, en fait, dans la recherche, puis sur le terrain, que les gens travaillaient en silo. Donc, les organismes, en fait, donc on a voulu réunir tout ce monde-là. Donc, on avait le service de police de Montréal,
des personnes qui travaillaient avec la communauté gay, des personnes qui travaillaient avec en violence conjugale, pour vraiment faire une concertation. Puis de ça, en est venue une formation, en fait, d'1 heure et demie sur la violence conjugale pour les intervenants de première ligne. Donc, comment bien accueillir une situation de violence, en fait, lorsqu'une personne vient nous en parler. Au total, on a donné 20 formations en quelques mois, 12 organismes communautaires à Montréal qui ont reçu la formation, en fait, à travers le Québec, pour un total de 242 intervenants et bénévoles qui ont été formés. De ce projet-là, en fait, on a fait 2 capsules vidéo de sensibilisation qui sont disponibles en français seulement sur notre page YouTube, si jamais ça vous intéresse. Donc, on voulait vraiment sensibiliser la communauté à la violence dans les relations entre hommes. Et puis, de cette concertation-là est venu maintenant, dans le fond, un partenariat qui continue entre les organismes communautaires, puis le maintien de la table de concertation également, même si le projet est fini. Donc, je vais vous faire un petit wrap-up très rapide, en fait, sur ce qu'il y avait dans la formation, en fait. Donc, je vais skipper beaucoup. La formation, c'était, en fait, on a réuni 4 mythes qui étaient très présents dans la société et dans les études. Donc, la violence entre hommes, ça n'existe pas. Concrètement, oui, ça existe, en fait. Dans les études, il y a une grosse disparité, en fait, des résultats. Donc, ça peut être lié à la difficulté à reconnaître la violence dans sa propre relation ou encore dans les questions. Est-ce que tu vis de la violence dans ta relation de couple? Il faut que la personne s'identifie dans un couple. Il faut que la personne sache que c'est la violence qu'elle vit. Donc, il y a vraiment une grosse disparité qui était présente. On a été en mesure tout de même de ressortir de ça que la violence était aussi présente, voire même plus que chez les couples hétérosexuels. C'est le troisième problème de santé dans les communautés gays après le VIH-Sida et la consommation d'alcool et de drogue. Donc, pourquoi qu'on n'entend pas plus parler? Ça, c'est une très bonne question. Puis, évidemment, les hommes font peu ou pas de signalement à la police. Donc, le mythe 2, la violence est la même chez les couples gays que chez les couples hétérosexuels. La violence, ça reste la violence. Dans ce mythe-là, on venait vraiment sortir les particularités, en fait, des couples homosexuels. Donc, du côté des formes de violence, ça reste pas mal la même chose qu'on connaît. Le cycle de la violence reste la même chose aussi. C'est vraiment au niveau des particularités que ça va changer. Donc, si je pense à la violence psychologique, donc la menace du outing qui est très présente aussi, il y a 8 hommes sur 10 qui ont rapporté avoir déjà vécu de la violence dans leur relation une fois dans leur vie, la violence psychologique, pardon. Donc, c'est quand même quelque chose de très présent. Puis, il y a un lien significatif qui a été ressorti entre la présence de violence dans la relation et le niveau de dévoilement de son orientation à son entourage. Violence homophobie intériorisée aussi, qui est très présente dans les relations homosexuelles. Puis la violence sexuelle, donc il y a une particularité pour les couples d'hommes qui est présente aussi, c'est par rapport à la négociation des ententes de couple. Donc la négociation en soi, c'est pas de la violence sexuelle, mais si la négociation se fait sans le consentement de la personne, donc on oblige l'autre à être dans un couple ouvert alors qu'il veut pas, à ce moment-là, ça peut cacher une forme de violence. On avait une partie sur les différentes formes d'oppression, en fait, donc les stigmas qui sont ajoutés à l'orientation sexuelle, donc par rapport au statut sérologique, à l'origine ethnique ou encore à l'identité trans. Par rapport aux menaces, dans le fond, menaces de dévoiler à l'entourage, pardon, le statut sérologique, ou encore menacer je vais aller dire à la police que je ne savais pas que tu étais séropositif. Donc, c'est moi qui vont croire par rapport à la criminalisation du VIH, qui a vraiment un levier de pouvoir très présent. Le troisième mythe, dans les relations dans un couple d'hommes, l'un des partenaires est présupposé l'homme et l'autre est présupposé la femme. Donc, un mythe qui est très présent aussi. Dans ce mythe-là, on voudrait vraiment parler, en fait, des stéréotypes de genre. Donc, l'image cinématographique qu'on a, en fait, de la violence conjugale qui est genrée. Puis aussi, le préjugé voulant qu'un homme peut toujours se répliquer, se défendre. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit se défendre. Puis encore là, dans cet énoncé-là, ça vient refermer sur la violence physique, alors que c'est souvent la dernière à apparaître. Le dernier mythe qui venait plus parler, en fait, des ressources. Donc, si un homme a juste à quitter la relation, en fait, s'il veut mettre fin à la violence, dans ce mythe-là, on vient dire automatiquement qu'en quittant la relation, la violence va arrêter, alors que souvent, la violence continue pendant plusieurs années en contexte de séparation. Donc, concrètement, les raisons pour rester, l'amour, la menace d'outing, comme on a vu, réticence à s'identifier comme une victime, la loyauté face au partenaire aussi. Donc, tant qu'à me retrouver seule à nouveau face à des propos homophobes, je vais rester avec mon partenaire, puis au moins, ensemble, on se comprend.
au moins on se soutient. La demande d'aide, donc la pression de faire un coming out à une personne qu'on ne connaît pas. Même pour les personnes qui ont fait un coming out depuis très, très longtemps, de devoir à nouveau passer par ce processus-là devant une personne qu'on ne connaît pas, ça demande beaucoup de courage, en fait. Réaction homophobe, évidemment, des policiers ou encore des intervenants dans les ressources dites généralistes. Puis, l'accès aux services, malheureusement, il y a une très grosse absence de services ciblés pour la clientèle. On a des services pour la violence conjugale, on a des services en santé gay, mais des services qui font les deux, il n'y en a que très peu, ou pas, si je peux me permettre. Donc, c'est vraiment un besoin à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas que les organismes communautaires spécialisés en santé gay sont souvent la première porte d'entrée, en fait, pour les victimes de violences. Donc, c'est important d'amener ces intervenants à être plus formés pour cette réalité-là, en fait, puis à montrer aux victimes de violences qu'on est vraiment ouvert, que notre organisme est prêt à recevoir, en fait, et à accompagner ces personnes-là. Ouh! Mais on a relevé, dans le fond, les 4 points qui étaient vraiment dans la formation, mais c'est une formation de 2 heures que je viens de faire en 3 minutes, là. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Yeah. Mais merci. Thank you very much. I really appreciate these 2 examples because if we are going to focus on the combination prevention approach, I think the syndemic point of view is really important, and when this guy can have access at this kind of services, it's also a porte d'entrée vers des services de santé sexuelle plus spécifiques parce que ce sont des conditions de vulnérabilité importantes. Donc, l'importance de lier tous les services. On aurait le temps pour une question, Jody? Peut-être après. OK, c'est bon. Merci beaucoup.